Présidentielle au Cameroun, le RDPC parti au pouvoir n'a pas encore annoncé officiellement son candidat au moment où on assiste à de vagues de démissions des ministres alliés. L'opposition, quant à elle, continue de se mobiliser pour affronter cette élection. Manifestation au Togo contre le régime de Faure Gnassingbé depuis le 26 juin. L'on assiste à des restrictions d'accès et ralentissement des réseaux sociaux. Situation inquiétante pour la Ligue des consommateurs. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Au Cameroun, alors que le RDPC, le parti au pouvoir, attend toujours l'annonce de la candidature de Paul Biya, le camp présidentiel essaye de resserrer les rangs après une semaine agitée qui a vu deux de ses alliés quitter la majorité au pouvoir. Concertation et consultation s'enchaînent à cet effet au palais présidentiel. En face, dans les rangs de l'opposition, désormais riche des arrivées de deux anciens ministres, l'on peaufine aussi ses stratégies. Au palais présidentiel du Cameroun depuis lundi, ce Ferdinand Ngongo qui mène les consultations. À ses hôtes, le secrétaire général de la présidence au nom du président Paul Biya a déclaré qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, avant de les inviter à rester sereins, mobilisés et déterminés, surtout dans cette région du Nord, où le RDPC a perdu des alliés avec les défections des ministres Bello Bouba Maïgari, Issaka Turoma Bakari, tous deux désormais candidats. Par ces consultations, le pouvoir, selon un haut fonctionnaire au palais présidentiel, voudrait contenir les effets de ces démissions dans cette région, souvent acquises au président Paul Biya et qui cette année pourraient être très discutées. Dans les rangs de l'opposition, les tractations et consultations se multiplient aussi. Un peu moins d'une semaine après l'annonce de sa candidature, on a ainsi pu observer une certaine effervescence autour de l'ex-allié du pouvoir, Bello Bouba Maïgari. Ce dernier reçoit en sa résidence des leaders de l'opposition et d'autres figures publiques. Joshua aussi, le candidat investi du SDF, ou encore Mamadou Mota, le premier vice-président du MRC, et d'autres y sont déjà passés. Le secret est bien gardé sur la teneur des discussions, mais à quelques mois de l'élection présidentielle, quelques indiscrétions avancent que l'opposition discute de la mutualisation de ses forces et de plus ambition encore, rêve d'une candidature sensationnelle. Au Togo, les restrictions d'accès et ralentissement des réseaux sociaux inquiètent la Ligue des consommateurs. Un phénomène observé depuis le 26 juin date du début des 3 jours de manifestations contre le régime de Faure Gnassingbé. Des organisations de la société civile et de défense des droits humains s'alarment des tensions et interpellent la CEDEAO. La Ligue des consommateurs du Togo dénonce une atteinte à la liberté d'expression et des conséquences économiques liées aux récentes restrictions d'accès à Internet pendant les manifestations. L'organisation interne sans frontières confirme via deux partenaires techniques un ralentissement du flux Internet chez deux opérateurs et des blocages des réseaux sociaux. Ces perturbations compliquent l'accès à l'information pour les citoyens et les journalistes. Kemal Afoyon, responsable Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières, regrette que le Togo récidive en matière de coupure malgré une condamnation par la Cour de justice de la CEDEAO en 2020 pour des faits similaires survenus en 2017. Il rappelle que l'accès à Internet est un droit fondamental reconnu. Pour les défenseurs des droits numériques, ces pratiques minent la confiance des citoyens envers les institutions. Une quarantaine d'organisations de la société civile ouest-africaine interpellent la CEDEAO qu'elle accuse de passivité face à la crise togolaise. Amnesty International, pour sa part, demande la fin du recours excessif à la force contre les manifestants et réclame des enquêtes indépendantes sur les morts et disparitions. Selon l'ONG, au moins 7 personnes ont été tuées et 6 étaient toujours portées disparues mercredi. Une situation qui ravive les tensions dans un climat déjà fragile. Au Zimbabwe, l'arrestation de Faith Zaba continue de faire vivement réagir. La rédactrice en chef du journal Zimbabwe Indépendant a été placée en détention cette semaine, accusée d'avoir insulté le président Emmerson Mnangagwa dans une chronique satirique. Une affaire qui relance les inquiétudes sur la liberté d'expression dans ce pays d'Afrique australe. La chronique s'intitule « Lorsque vous devenez un État mafieux ». Elle critique les dérives du régime d'Emmerson Mnangagwa, les luttes internes au sein du pouvoir et l'absence des réformes promises. Faith Zaba n'en est pas l'auteur.
C'est une rubrique publiée depuis près de 30 ans, mais elle est poursuivie pour l'avoir validée. La justice lui reproche un contenu matériellement faux visant à susciter de l'hostilité envers le président. Une réaction jugée totalement disproportionnée par Wallace Chouma, maître de conférence en études des médias à l'Université du Cap et ancien rédacteur en chef. C'est un message d'intimidation qu'on cherche à envoyer. Ne dites rien, ne publiez rien. Ils peuvent vous garder en cellule pendant des mois, même sur la base d'une loi qui n'existe plus. La loi utilisée contre Faït Zaba a en effet été jugée inconstitutionnelle en 2013 et elle n'est pas la seule journaliste visée. Son confrère Blessé Mlanga a été arrêté le 24 février 2025 puis détenu pendant 2 mois pour avoir interviewé un opposant. Wallace Chouma, lui aussi arrêté en 2001, constate une continuité répressive entre les régimes de Robert Mugabe et d'Emerson Mnangagwa. En 2001, il y avait plus de journaux indépendants. Aujourd'hui, seul le groupe de Faït Zaba échappe encore au contrôle de l'État. Ce qui n'a pas changé, c'est l'attitude et le message du pouvoir. Ne publiez rien qui puisse l'embarrasser. Le syndicat des journalistes du Zimbabwe s'est dit profondément préoccupé par la criminalisation du journalisme et réclame la libération immédiate des Faït Zaba. MSF s'inquiète de la perspective d'une attaque de grande ampleur sur la ville d'El Fasher et du bain de sang qu'elle pourrait entraîner alors que des centaines de milliers de civils y sont bloqués. Le conflit autour d'El Fasher s'est particulièrement intensifié depuis 1 an et les civils continuent à en être les principales victimes. Dans un nouveau rapport, MSF exhorte une fois de plus les belligérants à épargner les civils et à respecter les règles du droit international et humanitaire. Le rapport se base sur les données de MSF récoltées sur le terrain et construites sur des observations directes. En plus de 80 entretiens menés entre mai 2024 et mai 2025 auprès des patients et des personnes déplacées d'El Fasher et du camp voisin de Zamzam, passés sous le contrôle des paramilitaires. Le rapport expose les crimes commis par les forces de soutien rapide, des violences systématiques, des pillages, des massacres, des violences sexuelles, des enlèvements, la privation de nourriture et des attaques contre des marchés, des établissements de santé et d'autres infrastructures civiles. Par ailleurs, l'accès aux soins a été rendu quasiment impossible. La plupart des infrastructures de santé à El Fasher et Zamzam ont été partiellement ou totalement endommagées depuis 1 an, rappelle Mathilde Simon, chargée d'affaires humanitaires au sein de MSF. Et puis, actuellement, il n'y a plus qu'un seul hôpital qui est doté d'une capacité chirurgicale et qui ne fonctionne que partiellement pour une population qui est estimée à plus d'1 million de personnes. MSF exprime la crainte que les massacres commis contre les Massalita El Geneina et contre les Agawa à Zamzam ne se reproduisent à El Fasher. D'autant plus que selon les témoignages recueillis, les forces de soutien rapide parlent ouvertement de nettoyer El Fasher de sa composante non arabe. Au Burundi, 6 personnes ont été lynchées à mort lundi 30 juin en fin d'après-midi, dont certaines brûlées vives. Cela s'est passé sur la colline de Gazarara, à 10 km de Bujumbura, où les victimes ont été attaquées par des jeunes armés qui les accusaient de sorcellerie après des décès inexpliqués dans la région. Un groupe de jeunes hommes armés s'est introduit lundi en fin de journée dans les foyers d'une dizaine de personnes pour les en extraire de force. Le groupe les a bastonnés à coups de gourdin puis les a lapidés et en a immolé certaines. Bilan 6 morts dont 2 brûlés vifs et 1 blessé en état grave. 3 autres personnes ont pu être secourues par les forces de l'ordre à leur arrivée. Des images ont circulé sur les messageries et ont été authentifiées par des témoins cités par l'agence France Presse. Ces témoins affirment que les agresseurs sont des Imbonerakure, soit des membres de la Ligue des jeunes du parti CNDD, FDD au pouvoir, qualifié par l'ONU des milices. Cette zone est réputée comme un bastion de l'opposition, mais les autorités nient tout caractère politique. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu mardi sur les lieux. Le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Ngesi Yugumva, a dénoncé devant la presse un acte de justice populaire inadmissible visant des personnes accusées à tort d'être responsables de récents décès inexpliqués sur la colline. Ce dernier a annoncé que 12 personnes avaient été arrêtées sans préciser leur identité.
Au Burundi, de tels drames sont fréquents, les Burundais attribuant les cas de mort inexpliqués à des ensorcellements. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.